Notre invitée est Madame Jeanne Andiaou. Elle est présidente de l'ONG No Limites for the Best. Elle est conseillère spéciale et chargée des missions des affaires francophones pour le feu président ghanéen John Jerry Rawlings, femme entrepreneur. Avec elle, nous allons parler de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Madame Andiaou, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'étiquettes, vous vous sentez mieux dans laquelle? Oh là là. Dans toutes, on va dire, oui. Mais surtout, la plus importante, c'est l'étiquette de maman, dans laquelle je me sens le mieux. Ah, même si elle n'est pas mentionnée, c'est extraordinaire. C'est vrai. Ouais. La communauté internationale consacre chaque année la journée du 25 novembre pour parler de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le thème général dégagé pour cette édition 2021 est Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Que vous inspire cette thématique, madame? Merci beaucoup. C'est effectivement, comme vous dites, une journée spéciale. Et c'est très délicat de parler de violences faites sur les femmes. Mais surtout, aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord attirer l'attention sur le fait que nous avons nos réalités. Mais surtout, la violence n'est pas que faite sur les femmes, hein, elle peut aussi être faite sur les hommes. Donc, un petit coucou quand même. C'est sur les femmes. Voilà, ouais. Un petit coucou quand même aux hommes pour dire c'est pas qu'on les ignore. Ouais. Donc, on va dire tout simplement que j'espère vraiment que le thème n'est pas qu'un thème. Voilà, et que c'est assez significatif pour nous par rapport à nos réalités. Ouais. Parce que ce n'est pas juste la mode ou juste pour suivre une journée du 25 novembre pour la suivre, mais surtout qu'elle nous dit quelque chose, que la cause nous dit quelque chose et que nous tenons compte vraiment de ce que dit ou ce que nous voyons dans nos réalités, ce que nous remarquons dans chaque maison, chez le voisin, etc. Donc, alors, quand on parle de violence, madame, elle n'est pas seulement physique, hein, elle est également psychologique. Alors, que pensez-vous faire pour éradiquer cette violence tous azimuts, c'est-à-dire sur tous les plans? Comme vous l'avez dit, justement, aujourd'hui, je suis là surtout pour ça, justement, pour attirer l'attention sur la violence, pas que physique, mais surtout mentale, la question est bien posée. Psychologique. Ouais. Donc, votre question est très bien posée et je vous remercie d'attirer vraiment, justement, l'attention là-dessus. Et comme on voit, la violence, elle est vraiment de toute... elle peut paraître peut-être banale, mais ça reste une violence. Alors, avant de venir à votre question, qui est comment faire pour éradiquer, voilà, je vais déjà un petit peu développer ce qu'on peut remarquer comme violence, qu'on banalise peut-être. Par exemple, ne serait-ce que quand la société elle-même dans laquelle nous vivons nous considère déjà la femme comme une vieille femme ou une vieille fille qui n'est pas encore mariée parce qu'elle a, je ne sais pas, 20 et quelques ou 30 et quelques et qu'elle n'est pas, ou 40, parce que tout simplement elle n'est pas mariée, parce que ceci. Donc, déjà la société elle-même nous violente dans le sens où elle nous oblige ou elle nous juge déjà par rapport à au fait qu'on n'est pas encore marié, par exemple. Quand on dit à une fille tu n'arriveras à rien, tu n'es pas, il faut que tu saches bien faire à manger, il faut que tu saches bien faire la lessive, parce que c'est ça que tu vas faire pour ton mari. Mais elle peut faire plus. Bien sûr, attention, je ne dis pas qu'elle peut faire pareil forcément que non, mais elle peut faire comme un homme, par exemple, sur certaines choses. Elle peut entreprendre, elle peut faire du commerce comme le font et l'ont fait nos mamans. Elle peut faire tellement de choses. Alors, quand on traite une fille de fainéante, par exemple, c'est de la violence mentale. Parce que, à force de lui dire qu'elle est fainéante, qu'elle peut rien faire, etc., ça peut justement
lui faire se sentir rabaissée. Elle se sent rabaissée. Elle perd plus ou moins l'estime d'elle-même. Et c'est très important pour nous, dans notre environnement où nous vivons, de pouvoir faire attention à ces détails qui paraissent des détails, mais qui ont un effet tellement néfaste sur le mental d'une femme. Et il y a tellement d'exemples qu'on voit. Hein. Il y a tellement de choses. Quand, par exemple, vous voyez, là, c'est la femme qui est considérée, par exemple, dans un foyer, quand elle est mariée, celle qu'on considère qu'elle doit forcément s'occuper des tâches ménagères, automatiquement. Même quand elle ne va pas bien, même quand elle est malade ou qu'elle ne va pas bien, ben oui, il faut qu'elle s'occupe de tout ça. Pourtant, c'est pas un problème si, par exemple, l'homme lui porte un coup de main. Et si l'homme vient... Vous pensez que c'est ce qui est bien? Je ne peux pas dire que c'est ce qui est bien ou pas. Mais je pense que nous sommes tous des humains et que nous pouvons... Qu'un homme aide sa femme à la cuisine, où est le problème? C'est pas un crime, c'est pas un problème. Au contraire, ça lui fait. Il y a des hommes à qui ça fait plaisir, et il y a beaucoup d'hommes à qui aimeraient tout simplement, dès qu'ils peuvent, ils viennent porter un coup de main. Surtout quand la femme elle se sent pas bien, par exemple, et ça lui fait plaisir. Et dans les foyers, je donne d'autres exemples. Dans les foyers, on trouve des femmes qui n'arrive pas à procréer. Ah oui. Voilà. Et tout de suite, elle est condamnée. Et on lui jette l'anathème. Exactement. Ouais. On la rejette, on lui martèle ça. Oui, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant. Mais qu'est-ce que vous en savez? Déjà, il faut déjà définir où est le problème. Parce que ça peut être peut-être pas de la faute de la femme, peut-être que c'est le problème. C'est pas une faute de ne pas pouvoir procréer, c'est pas que ce soit que le problème vienne de l'homme ou de la femme, c'est pas une faute. On n'a pas commis un crime ou bien un préjudice sur quelqu'un. Mais par contre, c'est une anomalie, c'est une maladie peut-être, c'est un problème peut-être, mais tout le monde peut vivre ça, peut avoir un problème qui fait que peut-être on n'arrive pas à procréer. Mais ce n'est pas forcément automatiquement de la faute de la femme tout de suite. Mais dans nos sociétés, c'est automatiquement tout de suite de la faute de la femme. Pourtant, ça peut provenir de l'homme. Et on a, vous vivez vous êtes togolais, si j'imagine bien, voilà. Et on est africain. On ne voit pas que ça au Togo. On le voit dans beaucoup de pays africains où nous allons tout de suite indexer la femme lorsque, par exemple, lorsque dans un foyer, on n'a que des femmes, des filles ou des garçons. Ouais. Supposons que, on enchaîne 2 filles, 3 filles. On dit on veut des garçons. Filles. Exactement. On commence à dire oui, on veut des garçons. Même si on enchaîne des garçons, on dira on veut une fille. On veut des filles. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On commence à pointer du doigt. Ah, mais c'est la femme qui fait pas bien. Hein. C'est elle qui fait des enfants. Mais on est quand même... Celui qui connaît un petit peu quand même la science, c'est que c'est l'homme qui définit le sexe de l'enfant. Ce n'est pas la femme. Ouais. Mais tout de suite, dans nos sociétés, on indexe forcément la femme et que c'est la faute de la femme. Donc, vous estimez que la société elle-même favorise les violences faites aux femmes. Comment on est arrivé là-bas, madame? Je n'estime pas seulement, mais je remarque aussi. Je ne fais que dire les choses que je remarque. Ouais. Je n'invente rien. C'est mon avis. Hein. Ça peut être pas l'avis de quelqu'un, c'est mon avis. Mais je remarque justement que la société dans laquelle nous vivons favorise justement la violence faite sur les femmes. Et tant que nous n'avons pas changé nos structures mentales, on ne peut pas parler de changement matériel. Donc, c'est important de changer déjà dans nos structures mentales, comment nous voyons les choses, quels sont nos comportements. On ne peut pas parler de changement universel ou quand dans nos maisons, nous avons des pratiques assez... et que déjà, à la maison violente,
les femmes, nos femmes ou nos filles. Donc, pour moi, oui, la société, elle contribue, elle a une part de responsabilité dans tout ça. Et dans cette société, nous devons justement changer ou améliorer, justement, pour que ça puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, est-il possible, selon vous, d'éviter les violences faites basées surtout sur le genre? Est-il possible d'éviter? C'est ce qu'on espère. C'est pour ça justement que il y a des journées qui sont consacrées à ça, voilà, parce que ça existe toujours, mais cela ne veut pas dire que ça peut pas s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Mais est-ce que ça peut se faire tout de suite? Je ne pense pas, parce qu'il ne faut pas non plus... C'est une étape. Voilà, il ne faut pas non plus penser que les choses peuvent se faire du jour au lendemain comme ça, parce qu'on n'est pas seul. Si ça ne tient que peut-être à vous seul, à vous qui êtes assis là, ou à moi, ou aux voisins... À quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être qu'on se parlera, on dira, bon, stop ça. Mais ça concerne tellement de gens que... avec leur réalité, avec leur histoire. Voilà. Parce que chacun son histoire, chacun son environnement dans lequel il vit et tout. Et c'est très important de tenir compte de tout ça. Et on ne peut pas changer tout le monde tout de suite. Mais on peut le faire. On peut le faire. Ce n'est pas impossible. C'est vraiment possible. C'est pour ça qu'on se bat aussi, justement, pour que ça se fasse. C'est pour ça qu'on a aussi une femme chevronnée pour vous, pour aider les gens à le faire. Sans doute. C'est vrai. Allez, quelle approche de solution pour corriger ou mettre fin définitivement à la violence à l'égard des femmes dans notre société, selon vous, madame? Avant de... Bon, quelle approche est-ce? Il y a tellement d'approches, madame. Oui, il y a tellement d'approches. Mais avant de parler des approches tout de suite, je vais mettre l'accent encore sur la responsabilité de nous tous, mais aussi des femmes elles-mêmes et aussi des hommes. Nous ne pouvons pas faire les choses toutes seules, nous les femmes. On ne peut pas penser que du jour au lendemain, on va changer les choses sans que les hommes aussi en fassent partie. C'est important d'être soutenu. C'est une collaboration. Voilà, on doit collaborer. On doit se mettre ensemble, on doit se tenir la main. Sinon, Dieu nous aurait créés seuls et puis on fera le chemin. Seules les femmes, seuls les hommes quelque part. Ou seuls les hommes. C'est bien parce qu'il y a une raison que il a fait l'homme et la femme. Donc, on se complète, on doit se compléter dans tout combat. Et c'est bien pour ça, justement, que c'est l'homme et la femme qui se mettent ensemble pour faire un enfant. L'enfant, il ne vient pas de seule la femme, il vient, voilà, ou seul l'homme. Donc, déjà, je vais attirer l'attention sur la responsabilité des femmes dans ça. Quand une femme, dans l'éducation de son enfant, lui inculque des valeurs nobles, forcément, il va les retenir. Et souvent, on parle de la violence sur les femmes, de la violence faite par les hommes sur les femmes. Voilà. Quand on prend quand on reste dans ce cadre-là, comment se fait-il que l'homme, il violente la femme? L'homme, il n'est pas né violent. Quand on est, on n'est pas, on devient. On est, mais on devient. Voilà. On n'est pas et puis on commence à taper quelqu'un physiquement, par exemple, ou on commence à insulter. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle ici surtout de la violence psychologique, par exemple. Ouais. Voilà. Il y a des violences psychologiques qui induisent des violences physiques. Parce que lorsque quelqu'un est psychologiquement à terre ou pas bien, on parle de dépression, on parle de beaucoup de choses. C'est le physique en pâtit, forcément. Il faut bien que la douleur sorte par quelque part. Donc forcément, il peut avoir mal à la tête, il peut avoir mal
au bras, il peut perdre ses cheveux ou ses poils, il peut perdre, voilà, il peut être faible, il peut être fatigué. Et tout ça, on ne tient pas compte forcément de... Tout de suite, on va, dans nos milieux, on va parler du palu, on va dire qu'on a le palu. Non, tout c'est le palu. Exactement. Donc, or, peut-être que c'est tout simplement... les soucis ou les soucis de foyer, le mari qui peut-être insulte ou maltraite sa femme. Donc il y a tellement de points qui font qu'on peut souffrir physiquement en souffrant psychologiquement. Et justement, les violences physiques peuvent induire des violences psychologiques, justement. Donc, les deux sont tellement importants, les deux aspects, les deux violences sont importantes. On doit mettre le doigt sur les deux violences. On ne peut pas ignorer les violences psychologiques. Alors, pour venir aux responsabilités de la femme, voilà, lorsque nous éduquons nos garçons, justement, quand tu éduques ton garçon, tu lui dis, tu as un garçon et une fille, mais que chaque fois, c'est la fille qui fait les tâches ménagères et que le garçon ne met pas la main à la pâte, ben oui, il considère que c'est le rôle de la femme. C'est le boulot de la femme. Voilà. C'est à elle de le faire. Exactement. Donc, tout doit venir aussi de la base. La fondation doit être solide. Si on veut un avenir meilleur pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour tout le monde, il faut déjà consolider la base, l'éducation. C'est l'éducation qui fait la base aussi. C'est où nous voulons emmener nos enfants. C'est nous, on est au Bénin, vivant les soatia, mais quand on voit y en a ça veut dire? Voilà, ça veut dire tout simplement. Quand un enfant coupe un arbre, c'est l'adulte qui sait vers ou dans quelle direction ça va tomber. Donc c'est nous qui avions la responsabilité de diriger ou bien d'aider nos enfants à faire de guider nos enfants vers un chemin meilleur que nous pensons pouvoir, nous voulons qu'ils soient des acteurs positifs, des acteurs, de bons acteurs pour la société. Alors c'est à nous de pouvoir leur donner la base. Donc nos garçons, commençons déjà à les éduquer, à respecter les femmes, à parler bien. C'est très important. Oui, à parler bien à leurs sœurs, par exemple, à leurs voisines, à leurs camarades d'école. Et à ce moment-là aussi, il va grandir avec. Commençons à leur dire qu'on n'insulte pas une femme on n'insulte pas. Déjà, naturellement, on n'insulte pas. Que ce soit femme ou homme, apprenons-leur à être polis, à être respectueux, encore plus envers les femmes, parce qu'ils sont des hommes, c'est vrai. C'est très facile souvent de dire, oui, les hommes, ils font ceci, ils sont... Parce que justement, ils sont les hommes, ils doivent redoubler encore plus d'efforts pour être respectueux envers les femmes. Madame, si vous le permettez, on va également parler de l'ONG No Limit for the Best. En français, ça veut dire quoi et qu'est-ce que vous faites concrètement? L'ONG No Limit for the Best, comme vous l'avez dit, ça veut dire pas de limite pour le meilleur. Ouais. Voilà, donc pour nous intervenons dans la santé, l'éducation et l'environnement. Alors, ces trois volets sont importants parce qu'on ne peut pas parler justement de santé sans parler d'éducation. Bien sûr. On ne peut pas parler d'éducation non plus sans parler de santé. Voilà. Et dans quoi tout ça vit? C'est l'environnement. Donc, l'environnement dans lequel nous vivons est très important. Quand on parle d'environnement aussi, on parle de la nature, de ceci, la protection de la nature, le comportement de la société, nos propres comportements. On met ça dans l'environnement et on œuvre sur ces trois volets-là. Okay. Alors, vous êtes aussi conseillère spécialiste chargée des missions des affaires francophones pour le feu président ghanéen Thierry John Rawlings. Ah, ça, c'est impressionnant parce que John Rawlings, c'est une référence pour les jeunes Africains qui avaient eu très, très mal quand il était décédé. C'est quoi concrètement ce boulot?
Ah là là. C'est pour dire, comme vous l'avez lu, c'est pays francophones. Ouais. Donc j'interviens beaucoup plus sur les pays francophones. Et spécialement au Togo, par exemple, oui, vu que c'est un pays francophone, je représente son bureau au Togo. Et je faisais des missions que lui jugeait bien pour pouvoir, où je peux justement intervenir avec mon expérience, ma capacité de négociation. il y a beaucoup de choses que vous portez alors ces idées. Vous pouvez nous donner quelques-unes de ces idées? Nous sommes très intéressés. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un comme le feu président Ronlis sans épouser des valeurs, des convictions. Voilà. Donc, forcément, j'épouse et je vais dans certaines directions, voilà, par rapport à ses convictions et ses valeurs. Et forcément, c'est ce qui nous a réunis depuis... c'est ce qui nous a réunis pendant plus de 15 ans. Donc, donc vous êtes proche de... Oui. Oui, c'est ce qui nous a réunis justement pendant 15 ans. Sinon, je pense que tout le monde sait comment il est et il peut... on ne serait pas... voilà. Ouais, c'est vrai que donc, c'est facile il a des convictions oui, assez fortes et assez ancrées qui font que... Voilà. En tout cas, John Ronlis s'est multiplié. Il est décédé, mais il s'est multiplié. Mais qui porte véritablement ses valeurs? C'est sa famille. Il a 3 enfants, si je ne me trompe pas. Il y a également sa femme qui est politique ghanéenne. Non, il a 4 enfants. C'est 4 ? Ah, ok. Oui. Et il a 4 enfants. Et ce n'est pas... Le président Ronlis n'appartenait pas que à sa famille. Il appartenait à tout le Ghana entier. Il appartenait aussi à toute l'Afrique. Et à toute personne qui épouse ses convictions et qui l'apprécie et qui l'aime. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément, on n'est pas ghanéen qu'on peut pas, qu'on n'est pas fan du président Ronlis. Il y a beaucoup de Togolais qui sont fans de lui et moi je suis togolaise. Donc je suis pas ghanéenne, je suis togolaise. Et qu'est-ce que je vais je pense que nous tous portons justement, toute personne qui l'a aimé, qui épousait ses convictions, nous tous, nous portons ces valeurs et ces convictions et nous essayons de faire au mieux pour toujours continuer dans la voie qu'il a tracée. Vous êtes prête à porter ces valeurs, surtout au Togo, en quoi faisant précisément, madame? En quoi faisant forcément, mais... en sensibilisant les jeunes sur la justice, comment ça s'appelle, la justice, la paix, quand je dis justice, aujourd'hui on parle de justice par exemple, justement. On parle de justice vis-à-vis des femmes, justement. La justice n'est pas seulement sur un plan... le président Ronlis n'était pas, attention, sur le plan que politique, mais il était sur le plan social aussi beaucoup. Et moi, je suis beaucoup sur le plan social, justement. Et on parle, et ces valeurs, justement, qu'on a apprises, on aimerait justement les faire valoir dans nos sociétés, comme aujourd'hui, en parlant de la justice vis-à-vis de l'injustice, commis vis-à-vis des femmes. Et aujourd'hui, je peux dire que le président Ronlis a toujours été quelqu'un qui s'est tenu beaucoup auprès des femmes, justement, pour se battre contre les injustices commises envers lui, et envers elle, pardon, et contre les inégalités. Et il a toujours apprécié travailler avec. Il trouvait d'ailleurs qu'elles étaient très compétentes, qu'elles sont très compétentes, et il a toujours donné leur chance à celles qui veulent justement prouver et qui veulent justement faire des choses pour leur société, pour leur maison, pour leur environnement, pour leur pays. Donc
Plusieurs femmes, sans doute togolaises, se retrouvent également en vous parce que vous êtes femme entrepreneur. Madame, nous sommes au thème de cet entretien des derniers mots. On ne va pas dire un dernier mot, des derniers mots. Merci beaucoup déjà pour la journée, pour de l'invitation. Et merci beaucoup. Et qu'est-ce que je veux surtout attirer l'attention sur encore l'éducation, vraiment. La responsabilité des femmes sur l'éducation. Et la responsabilité des hommes aussi. On ne peut pas le faire seul. Les hommes doivent venir avec nous. Et j'espère de tout cœur qu'ensemble, on pourra faire les choses meilleures. Et j'espère vraiment que ce n'est pas qu'une journée. Mais surtout un thème qui est important pour nous. Et dans ce sens-là, notre ONG ne veut pas forcément attendre le 25 novembre pour parler des violences faites sur les femmes. Sur la femme. Et donc, nous avons pris l'initiative de pouvoir quand même définir un jour de l'année où nous allons faire des programmes et tout, où on va réunir hommes et femmes pour parler justement de ces violences-là. Ça ne va pas être que les femmes, mais ça va être les hommes et les femmes. Parce que moi, je suis une très, très, très défenseur des réalités de nos pays. Je ne veux pas qu'on attende forcément que quelqu'un d'autre nous dise quand nous allons parler de nos réalités. On parlera de nos réalités parce que ce sont nos réalités. Nous avons nos réalités, nous avons des réalités. Les Ivoiriens ont leur réalité, nous avons nos réalités. Les Européens ont leur réalité, nous avons nos réalités. Donc nous parlerons de nos réalités et l'ONG veut parler de ces réalités qu'ils remarquent dans notre environnement un jour donné. À part le 25 novembre. On le fera avec le monde entier le 25 novembre, vu que la communauté internationale définit le 25 novembre. Mais on fera aussi notre journée en sensibilisant les filles et les femmes à pouvoir justement éduquer et être éduquées de la meilleure façon pour... On sera également avec vous. Madame Jeanne Andiaou, vous êtes présidente de l'ONG No Limits for DBS. Vous êtes conseillère spéciale et chargée des missions des affaires francophones pour le feu président ghanéen Jerry John Rawlings. Merci à vous, madame. On va marquer une petite pause. Le journal et on revient derrière avec nos chers invités pour Regard Croisé.